Alors, bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, encore, on a vraiment un invité fabuleux qui nous attend. On a plusieurs questions à lui poser et sans plus tarder, je vais inviter à nous rejoindre René Laprise de manière virtuelle encore une fois. Aujourd'hui, on va parler de météorologie, un sujet assez intéressant, surtout en cette journée du 23 avril 2020 où on a quand même des variations météorologiques, des températures qui sont sous la moyenne. Donc, on attend tous de voir quand est-ce que le vrai printemps va arriver. Donc, on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui d'un point de vue de la météorologie. C'est avec grand plaisir qu'on vous accueille encore une fois, les personnes qui sont en live sur Facebook, les personnes qui nous écoutent. Vous êtes vraiment de nombreuses personnes à nous regarder en différé sur YouTube et les personnes qui nous regardent à partir des liens sur la page sciencedehors.com qui va être diffusée bientôt. René Laprise, bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Alors, merci d'être avec nous. Est-ce que tu pourrais nous dire, premièrement, donc, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu es professeur à la Faculté des sciences de l'Université du Québec à Montréal. Qu'est-ce que tu fais plus Bon, précisément? comme professeur, je fais de l'enseignement, je fais de la recherche, puis je fais un petit peu d'administration, étant donné que je suis le directeur du programme du premier cycle. Alors, je suis à l'UQAM depuis maintenant 32 ans. Et donc, mes recherches se concentrent surtout sur les changements climatiques, mais à la base, j'ai été formé comme météorologue. Alors, peut-être tout de suite en parler parce que quand on regarde un peu ton parcours, c'est quand même un élément assez marquant. C'est rare qu'on a l'occasion d'avoir une personne qui est en contact avec ce prix. Donc, en 2007, tu as participé à la rédaction du rapport du GIEC vous avez été l'équipe de rédaction, de rédacteurs principaux nominé. Vous avez reçu en fait le prix Nobel de la paix ex aequo avec l'ex-vice-président Al Gore, c'est bien ça? Oui, exactement. Les rapports du GIEC, le groupe international sur l'évolution du climat, se réunit à tous les 5 ou 6 ans pour faire un peu le point où en sont les connaissances et puis tracer la meilleure estimation ou de la trajectoire du climat pour les années suivantes. Alors, j'ai eu le plaisir de participer justement à la rédaction d'un de ces rapports. C'est énormément de travail puisqu'il faut faire un survol de toute la littérature sur le sujet. Puis il faut par la suite tenter de rédiger un rapport dans des termes les plus compréhensibles qui soient. Et donc, qu'est-ce que ça fait d'être un co-lauréat du prix Nobel de la paix avec toute cette équipe-là? Bon, il faut dire que le prix Nobel a été octroyé non pas aux auteurs du rapport, mais au rapport lui-même. C'est un peu inhabituel, mais étant donné qu'il y avait plusieurs co-auteurs, je pense que les gens du prix Nobel ont décidé de procéder de cette façon-là. Je pense que c'était honorable puisque ça démontre qu'on avait une tâche qui était jugée importante pour la société. Et puis, comme il n'y a pas de prix Nobel en météorologie, alors c'est intéressant que ce soit le prix Nobel de la paix qui était attribué au rapport sur le changement climatique. Mais en tout cas, ça fait bien plaisir de t'avoir avec nous. Puis il y a quand même une aura autour du prix Nobel de la paix. Et félicitations en tout cas pour ce travail-là, même si je sais que tu fais encore beaucoup de travail important actuellement, même si ça date d'il y a quelques années. Sans plus tarder, une première question, je pense, qui mérite d'être éclaircie. Qu'est-ce qu'un météorologue? Exactement. C'est une bonne question parce que les gens savent pas en général qu'est-ce que c'est un météorologue. Les gens voient à la télé, dans les médias, en fait, des présentateurs météorologiques qui ne sont pas des météorologues. Donc, à la base, un météorologue, c'est un scientifique qui a fait minimalement un baccalauréat en physique ou l'équivalent. Nous, à l'UQAM, par exemple, notre programme de premier cycle va directement pour donner un baccalauréat en sciences de l'atmosphère. Et sinon, les gens suivent par la suite une petite formation complémentaire à la physique pour devenir des spécialistes en météorologie. Et donc, dans les médias, toutes les personnes qu'on voit, est-ce que ce sont toutes des personnes qui sont météorologues au sens dont tu en parles? Non, ce sont des présentateurs, donc ce sont des communicateurs à la base. Il y a une exception notable, c'est Pascal Yakouvakis, qui est un météorologue, qui a été formé d'ailleurs à l'UQAM.
Ah oui, puis il y a aussi, plusieurs personnes connaissent peut-être bien aussi, je pense, Jocelyne Blouin, qui était météorologue. Oui, exactement. Jocelyne et moi, nous avions fait le cours de formation en météorologie il y a fort longtemps. Et malheureusement, bien, on a perdu Jocelyne l'an passé, elle est décédée. Mhm. Alors, ben, merci pour ces éclaircissements. Donc, maintenant qu'on on sait un peu plus qu'est-ce que c'est un météorologue, euh, chacune des sciences, ou en tout cas là, des branches des disciplines scientifiques, ont un objet d'étude principal. Et si on parle de la météorologie, donc quel est l'objet d'étude principal de la météorologie? Mais l'objet d'étude, c'est l'atmosphère et les interactions, évidemment, que l'atmosphère peut avoir avec la surface terrestre, les océans. Et puis, le but premier de la météorologie, c'est la prévision météorologique. C'est comme ça que la science s'est développée. Il y a eu une date charnière, c'est le 23 mars 1950, où l'Organisation météorologique mondiale a convaincu les pays de mettre en commun les observations météorologiques que chaque pays fait sur son territoire. Et puis la raison de tout ça, c'est que pour faire une prévision météorologique de quelques jours, on a besoin de connaître non seulement les conditions météorologiques chez nous, on a besoin de connaître les observations météorologiques sur l'ensemble de la planète. Ah oui. Et donc, c'est une date importante si on considère qu'à l'époque, on était en pleine guerre froide. Et malgré tout ça, il n'y a jamais eu d'interruption au fil des ans de ce partage des données météorologiques qui est une composante essentielle pour faire la prévision. Donc, l'objet d'étude principal, c'est l'atmosphère et quelles sont les composantes principales là, qu'on va observer dans l'atmosphère? Donc, température, pression, les vents, l'humidité, ce sont, disons, les composantes principales. Et il faut préciser aussi, non seulement à la surface près du sol où nous vivons, mais c'est aussi primordial d'avoir des observations en altitude dans l'atmosphère, puisque ce sont les vents en altitude qui vont transporter, en fait, les systèmes météorologiques qui vont nous influencer au passage d'un jour au suivant. Alors, c'est seulement lors d'à peu près du début de la Deuxième Guerre mondiale et par la suite qu'on a commencé à avoir suffisamment d'observations en altitude, justement, pour pouvoir faire une prévision raisonnable du temps. Et puis, donc, les aéronefs contribuent à donner ces observations. Il y a aussi des lancers de ballons qui s'ajoutent à ça, qui sont faits à différents endroits sur la Terre. Mm-hmm. Et puis, depuis une quarantaine d'années, bien, il y a eu aussi les satellites météorologiques qui se sont ajoutés à la panoplie des systèmes d'observation avec aussi, évidemment, des radars. Et donc, quand on parle de l'atmosphère, c'est quoi la structure de l'atmosphère de façon là, plus détaillée? Comment est-ce qu'on pourrait décrire ça? Bon, je pense que tout le monde sait évidemment que le pôle est très froid et l'équateur beaucoup plus chaud. Donc, on parle de variations qui peuvent aller de 40 degrés près de l'équateur jusqu'à moins 50 près du pôle. Mais ce que les gens savent moins, en général, c'est la variation verticale de la température. Alors, quand on traverse, par exemple, l'Atlantique en avion, si on regarde les mesures de température à l'extérieur de l'avion, on voit que ça oscille autour de moins 40, moins 50 degrés. Mm-hmm. Et c'est des températures typiques, disons, à des altitudes d'une dizaine de kilomètres, qu'on appelle le sommet de la troposphère. Donc, il y a une variation à la fois en altitude et en latitude, avec aussi, évidemment, des variations d'un endroit à l'autre sur la planète, selon le déplacement des masses d'air et des passages des systèmes météorologiques. Et c'est ce qu'on appelle le gradient vertical, donc. Exact. Le gradient vertical et le gradient horizontal. Donc, c'est des termes mathématiques, si on veut, pour exprimer les variations de la température, pour parler de ça. Mais chacune des variables aussi, comme l'humidité, la majeure partie de la vapeur d'eau est contenue dans les premiers 2 ou 3 kilomètres de l'atmosphère. Mm-hmm. Dans la suite, l'atmosphère est beaucoup plus sèche en altitude. Et donc, là, c'est certain qu'il y a quelque chose qui est fascinant là, quand on parle de l'atmosphère qui s'y retrouve, les nuages. Donc, les fameux nuages, en enseignement des sciences, il y a quelque chose qui est important de considérer. Ce sont les conceptions qu'on appelle initiales des élèves. Ces conceptions-là peuvent être bonnes ou erronées aussi. Puis les enseignants doivent composer avec ça par la suite pour faire évoluer les conceptions des élèves vers des conceptions scientifiques, surtout lorsqu'elles ne sont pas complètes ou lorsqu'elles sont fausses. Donc,
une des conceptions erronées principales qu'on retrouve dans le domaine, en tout cas de la météorologie, c'est vraiment au niveau de la composition des nuages. Donc, de quoi les nuages sont-ils composés? Alors, les nuages sont composés soit de petites gouttelettes d'eau ou de cristaux de glace, comme des flocons de neige, qu'on pourrait dire. Alors, souvent, les gens vont dire que c'est de la vapeur, mais c'est pas de la vapeur, parce que la vapeur d'eau, c'est un gaz qui est invisible à l'œil nu. Et ce qu'on voit, c'est lorsqu'il y a de petites gouttelettes ou des petits cristaux de glace. Et donc, c'est ce qui forme les nuages. Et c'est la température qui va dicter à savoir si c'est de l'eau ou de la glace en fonction de la température. Wow! Donc, les nuages, là, on peut le dire au clair, est-ce que ça existe des nuages avec de l'eau sous forme de vapeur? Bien, la vapeur, c'est lorsqu'il n'y a pas de nuages, il y a de la vapeur d'eau dans l'air. Et si vous avez, par exemple, un hygromètre dans la maison, dans des conditions typiques, ça peut varier entre 30 ou 70 c'est les valeurs typiques d'humidité relative ambiante. Et ça représente le fait qu'il y a de la vapeur d'eau dans l'atmosphère, dans la maison, mais aussi à l'extérieur. Et lorsqu'on voit un nuage, c'est que cette vapeur se soit condensée en gouttelettes ou congelée en cristaux de glace. Et c'est là qu'ils deviennent apparents à l'œil nu qu'on les voit. Et c'est super intéressant. On a évidemment la tradition là, de demander aux gens qui sont en direct de nous poser des questions. Donc, il y a déjà là, des questions qui arrivent en lien avec ce qu'on vient de parler. Est-ce le gradient thermique vertical qui a le plus d'influence, qui joue le plus grand rôle dans la formation des nuages? Et si oui, pourquoi? En fait, la formation des nuages a besoin de deux ingrédients. Une variation de la température, mais aussi une variation de l'humidité. Alors, tant que l'humidité est en dessous du seuil de 100 autrement dit, il ne va pas y avoir condensation ou congélation. Alors, ça prend de l'humidité. Et puis, une façon de produire plus d'humidité relative, c'est par un mouvement vertical dans l'atmosphère. Il faut réaliser que la pression diminue au fur et à mesure qu'on monte dans l'atmosphère. Et lorsqu'on fait diminuer la pression dans un gaz, ça fait baisser sa température. On réalise, par exemple, si on prend une canette aérosol puis qu'on tient son doigt sur la canette pour la faire se vider, après quelques secondes, on sent la canette se refroidir. On appelle ça la détente du gaz. Alors, quand un élément de l'atmosphère est soulevé par un quelconque mécanisme dans l'atmosphère, sa pression diminue, sa température va donc chuter à cause de la diminution de pression. Et c'est cette diminution de température qui va faire en sorte que le seuil de condensation va être atteint. Et donc, c'est le mécanisme qui est le plus courant pour produire des nuages. Bon, en tout cas, Louise Ayotte qui a posé la question, en tout cas, elle semble ravie parce qu'elle nous dit qu'on a un invité qui a des propos tellement intéressants. L'invité et les propos sont intéressants. Donc, merci pour cette réponse-là. On va continuer donc avec les différents éléments qui sont à observer dans l'atmosphère. Et donc, on se demande quels sont les différents types de précipitations. OK. Alors, précipitation, essentiellement sous deux formes, liquide et solide, mais aussi toutes les transitions qui peuvent exister entre les deux. Alors, ce qui va dicter la forme des précipitations, c'est les températures, pas seulement les températures à la surface où nous sommes, mais aussi en altitude dans l'atmosphère. Alors, un profil typique, disons, dans l'atmosphère en hiver, lorsqu'on est, par exemple, à l'extérieur, il fait moins 5 degrés à l'extérieur, bien, si on s'élève dans l'atmosphère, cette température chute typiquement de 6 degrés à chaque kilomètre d'élévation dans l'atmosphère. Alors, on a un profil à ce moment-là qui est toujours sous le point de congélation. Alors, les nuages vont être formés de petits cristaux de glace, de flocons de neige dans le fond. Et puis, lorsque ces cristaux deviennent suffisamment grands et lourds, ils vont chuter sur leur propre poids. C'est là qu'on a une chute de neige. Par contre, si on est en été, bien là, le profil de température va partir, disons, une belle journée chaude d'été, peut-être 25 degrés à Montréal.
Et donc, la température qui est 25 à la surface va encore une fois diminuer au fur et à mesure qu'on monte dans l'atmosphère. Alors, si on prend encore une fois la supposition qu'on chute de 4 degrés, 6 degrés par kilomètre, on va pouvoir aller jusqu'à 4 kilomètres d'altitude avant d'atteindre les 0 degrés. Alors, ça veut dire que s'il se forme un nuage très élevé, il va peut-être être en glace, même en été, à 5 ou 6 kilomètres d'altitude. Mais lorsque les cristaux vont tomber, ils vont tomber dans une température à 4 kilomètres qui va commencer à être au-dessus de zéro. Donc, les cristaux vont fondre, puis ça va donner des gouttelettes. Puis lorsque ça va arriver à la surface, ça va être de la pluie. Mais souvent, à nos latitudes, la pluie qui tombe en été a été formée, dans le fond, de cristaux dans les nuages en altitude. Il y a seulement lorsqu'on va, par exemple, dans les tropiques, où là, on peut avoir de la pluie qui a été formée par des nuages de gouttelettes d'eau. Mais à nos latitudes, je dirais, la plupart du temps, les nuages sont composés de flocons de neige. Et là, ben, c'est tellement impressionnant parce que je pense que ça bouleverse un peu ce qu'on s'imagine normalement. Si on s'imagine que c'est de la vapeur d'eau, puis là, on apprend que même en été, tu dis qu'il y a de l'eau sous forme de glace. Donc, juste pour donner une image, donc pour clarifier, est-ce que cette glace-là, ça ressemble à un glaçon dans le congélateur ou si ça ressemble plus à un flocon de neige, à quoi est-ce que ça ressemble quand c'est dans les nuages comme ça, même en été ici? Mais la plupart du temps, ce serait comme des flocons de neige. Par exemple, lorsqu'en été, on voit des beaux petits nuages décoratifs, des petits cumulus, qu'on appelle ça. Ils ont l'air floconneux, ils ont l'air un peu comme de la ouate. C'est en fait des flocons de neige en suspension dans l'air. Le seul moment où c'est des glaçons, ça serait lorsqu'on a, par exemple, un violent orage, puis on a de la grêle. Alors là, à ce moment-là, la glace est sous forme de glaçons durs. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la grêle va pouvoir faire du dommage alors que la neige tombe doucement sur le sol. Alors là, René, tu me permettras de te clarifier parce que je pense pas que tu puisses voir à l'écran en ce moment, mais j'ai publié, là, je viens de mettre sur l'écran le diagramme, les graphiques que tu m'as donnés. Est-ce que tu t'en rappelles assez par cœur pour pouvoir les décrire ou si tu veux que je les présente? Non, tout à fait. Donc, je les regarde en même temps qu'on se parle ici. En haut à gauche, c'est un profil typique d'hiver. Donc, les températures sont sous le point de congélation à toutes les altitudes dans l'atmosphère. Et le profil en haut à l'extrême droite, c'est un profil typique d'été où il y a une épaisse couche atmosphérique qui est au-dessus du zéro. Alors, lorsqu'un flocon tombe, il fond, ça donne de la pluie. Puis entre les deux, j'ai mis un profil intermédiaire avec un petit bonhomme de neige. C'est ce que j'appelle un profil typique lorsqu'on a de la neige mouillée qui donne de la neige collante, qu'on peut faire de bonhomme de neige. Alors à ce moment-là, c'est qu'il y a une assez mince couche près de la surface qui est au-dessus du point de congélation. Donc les flocons de neige vont tomber et vont commencer à fondre un tout petit peu. Et en fondant, ils deviennent collants. On peut faire des boules de neige et puis des bonhommes de neige avec ça. Donc ça, c'est la neige que tous les enfants attendent là, au début ou plus vers la fin de l'hiver, pardon. Oui, exactement. Les profils dans la deuxième ligne sont des profils de cas un peu plus complexes qui produisent des phénomènes qui peuvent avoir parfois des conséquences importantes. Et on appelle ça des profils avec des inversions. Alors, contrairement aux autres cas qu'on discutait tantôt où la température diminue typiquement de 6 degrés avec l'altitude, bien, il y a des cas où on peut avoir un renversement de ce changement de température. Et les plus intéressants sont les deux profils du centre dans la deuxième ligne qui peuvent donner lieu à du grésil ou du verglas. Alors, ce qui arrive à ce moment-là, c'est que la neige en altitude va descendre, rencontrer une couche qui est de température supérieure à 0 degré, et donc elle va fondre en totalité ou en partie. Et puis, par la suite, va, en descendant, rencontrer une couche qui, elle, va être très froide. Et donc, si c'était de la pluie, donc les flocons avaient complètement fondu, et en atteignant la surface qui est sous zéro, à ce moment-là, cette eau va se recongeler sous la forme de verglas, de pluie verglaçante. Et puis, évidemment, ça peut créer des dommages importants parce qu'elle va s'accumuler sur les structures.
Si par ailleurs la fonte des cristaux de neige n'était pas tout à fait totale, à ce moment-là, il va se recongeler sous la forme de petites granules qu'on appelle le grésillis. Alors, le but de la prévision météorologique, justement, c'est d'être capable de distinguer tous ces cas spécifiques et d'être capable de produire une prévision détaillée selon les conditions du jour. Et c'est vraiment super fascinant, tous ces différents types de précipitations-là. Donc, on revient ensemble, on est revenu là, donc à l'écran. Merci pour les personnes qui sont indulgentes là, à des diffusions comme ça à distance. C'est quand même pas évident. Merci aussi à nos invités pour leur indulgence, mais vraiment, on est content de pouvoir faire tout ça. Mais tout ça pour dire que vraiment, les précipitations, souvent, ben, il y a des enseignants qui me demandent ben, qu'est-ce que je peux faire en hiver avec les élèves. Donc, il y a quand même des activités qu'on peut faire, mais vraiment observer les précipitations avec les jeunes, je pense que c'est super fascinant. Puis quand on comprend bien ces tableaux-là, ces schémas-là que tu viens de nous présenter, ben après, ça devient quasiment excitant de voir ça va être quoi les prochaines précipitations, puis de s'imaginer dans quelle des figures de cas est-ce qu'on se retrouve, puis qu'est-ce qui s'est passé dans l'atmosphère avant qu'on reçoive de la pluie, du grésil, etc. Donc, vraiment, là, c'est super intéressant, ces tableaux-là. Et là, ben, il y a un autre élément important dans l'atmosphère qu'on doit considérer, c'est le vent. Donc, qu'est-ce que c'est le vent? Donc, ça a l'air peut-être quelque chose de simple, mais si on pense au vent, on le subit, on le sent, on le reçoit en plein visage quand on est à l'extérieur. On peut voir des dommages qui peuvent être causés, mais c'est quoi le vent? On le voit pas. Exact. On ne le voit que s'il y a quelque chose dans l'air de visible, mais comme l'air en général est transparent, on ne le voit pas. Donc, le vent, c'est tout simplement le déplacement de l'air. C'est tout simplement ça. Et ce déplacement-là est majoritairement à l'horizontale. C'est ce qu'on mesure, d'ailleurs, le vent horizontal. Mais il y a aussi un léger mouvement vertical dans l'atmosphère, mais lui est tellement petit qu'on ne peut pas le mesurer. En général, il faut le déduire indirectement. Alors, les instruments de mesure pour mesurer le vent, bon, c'est typiquement une girouette pour décider de la direction, d'où provient le vent, et puis un anémomètre. Souvent, c'est un anémomètre à coupole, c'est une chose qui va tourner sur elle-même, et la vitesse de rotation va nous dire à propos de la vitesse du vent. Et le vent, donc, c'est un déplacement de l'air, mais qu'est-ce qui initie ça, le déplacement de l'air? Bien, comme tout corps en physique, les vitesses et les accélérations de cette vitesse sont sujettes à l'équation de Newton, qui s'énonce F égale ma, où A, c'est l'accélération. Et donc, c'est la somme des forces qui va accélérer l'air du repos jusqu'à une certaine vitesse. Dans l'atmosphère, à l'horizontale, il y a deux forces qui sont très importantes. La force de pression, la force du gradient de pression, pour être précis, qui dit bien la pression varie d'un endroit à l'autre. Alors, si c'était la seule force, bien l'air se déplacerait de la haute vers la basse pression. Et puis, un peu comme un piston, si on veut, qui pousse sur l'air. Mm-hmm. Mais dans l'atmosphère, il y a une autre force qui, elle, on ne la perçoit beaucoup moins au quotidien, mais qui est omniprésente dans l'atmosphère. C'est la force de Coriolis, du nom du chercheur qui l'a identifié le premier. Et cette force-là a son origine dans le fait que la Terre tourne sur elle-même. Donc, quand Newton a énoncé sa loi F égale ma, cette loi-là s'applique à ce qu'on appelle un référentiel inertiel, donc un référentiel au repos, non accéléré. Mais la Terre n'est pas un tel référentiel au repos. Il est en fait accéléré, étant donné qu'il tourne sur elle-même. Alors, tout corps qui tourne produit une force centrifuge, et elle, on la connaît bien. Au quotidien, si on met une masse au bout d'une corde, on sent la force centrifuge. Mais la force de Coriolis est plus subtile. Elle prend plusieurs heures à se développer. Et puis, dans les vents en altitude, ces vents-là sont en fait un équilibre presque exact entre ces deux forces principales. La force du gradient de pression qui a tendance à la faire aller d'un côté, mais la force de Coriolis qui, elle, agit dans l'hémisphère nord
à droite du vent fait en sorte que le vent, dans le fond, ne va pas vers la basse pression, mais tourne autour des lignes de pression égales, un peu comme si c'était des rails. Et dans le jargon du métier, on appelle ça le vent géostrophique. Et puis, les vents d'altitude reflètent justement cet équilibre entre les deux forces. Près de la surface de la Terre, il y a un autre phénomène, c'est le frottement. Mais ça s'ajoute tout simplement une petite complication aux deux autres forces principales. Mm-hmm. Donc, pour les personnes qui sont vraiment intéressées par toute cette complexité-là, la force de Coriolis, c'est quand même peut-être l'expression du jour qui vous demandera d'aller faire d'autres recherches pour voir des modèles, des schémas pour mieux comprendre, mais c'est vraiment toute une complexité, tout ce qui se passe là, dans l'atmosphère, surtout avec la force de Coriolis. Si on revient avec peut-être une question qui est un peu plus facilement compréhensible, qui est peut-être moins abstraite, qu'est-ce qui produit les écarts de température d'une journée à l'autre? Donc, parfois, on peut avoir, là, au Québec, là, en tout cas, on connaît ça, il fait une certaine température, le lendemain, il fait 20 degrés de plus ou 20 degrés de moins en plein milieu de la journée. Qu'est-ce qui explique des écarts de température aussi grands? C'est ça. Donc, c'est le passage du système météorologique. Mais bon, c'est pas une réponse en soi, puisqu'on fait juste qualifier ce changement de température. À l'origine, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des masses d'air. Une masse d'air, c'est une région où, pendant un certain temps, probablement, l'atmosphère était relativement stagnante, ne bougeait pas beaucoup. Et donc, elle s'adapte aux conditions du milieu. Alors, si cette air était, disons, dans les régions arctiques, l'air va devenir très froid, très sec du même coup, par rapport à une masse d'air, par exemple, qui aurait été formée dans les régions tropicales, où elle serait énormément plus chaude, chauffée par le soleil, puis probablement aussi plus humide avec les océans qui environnent. Alors, ces masses d'air, au départ, disons, on peut les imaginer comme étant un peu stagnantes, elles ne bougent pas. Mais il va arriver à un moment donné une perturbation météorologique qui va pousser avec les vents ces masses d'air à se déplacer. Et c'est ce déplacement des masses d'air qui va, en fait, engendrer des systèmes météorologiques et faire varier non seulement les températures, c'est celui-là qu'on ressent le plus, mais aussi les vents, puisque les masses d'air elles-mêmes engendrent des vents autour des gradients de température. Les températures sont formées par l'équilibre thermique, des chauffages et des pertes de chaleur. Et par la suite, ces gradients de température engendrent des gradients de pression. Les gradients de pression engendrent des vents ces vents vont transporter la température. Alors, c'est un système qu'on appelle en mécanique des fluides un système non linéaire où c'est difficile d'identifier la cause et l'effet puisque les masses d'air engendrent les vents et les vents déplacent les masses d'air. Donc, on voit qu'il y a une synergie, si on veut, entre les variables météorologiques. Et au Québec, de par notre position, on est dans un endroit où il y a de plus grandes variations, parce qu'il y a des endroits quand même où les climats sont plus stables d'une journée à l'autre. C'est beaucoup plus prévisible qu'est-ce qu'il va faire le lendemain. Mais au Québec, oui, c'est quand même moins prévisible qu'à d'autres endroits dans le monde. Tout à fait. On est un endroit où la variabilité météorologique est une des plus grandes au monde. Et la raison, c'est qu'on est dans une zone de confluence de masses d'air d'origine très différentes. Des masses d'air, par exemple, froides, qui vont être formées dans les territoires du nord-ouest, près de la baie d'Hudson, qui vont descendre sur nous en provenance du nord-ouest. Et des masses d'air plus sèches, où l'air va avoir dévalé des montagnes rocheuses dans les prairies, va devenir relativement sec, va se déplacer sur nous. Puis il y a aussi des vents qui viennent du sud ou du sud-ouest qui vont amener de l'air presque tropical du golfe du Mexique chez nous. Et donc, dépendant dans quelle direction les vents d'altitude proviennent, on a des variations d'une journée à l'autre qui sont énormes. Mm-hmm. Et juste comme ça, là, on déroge un peu de la météorologie, mais est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut affecter un peu la couleur, la culture des personnes qui habitent sur ce territoire-là, d'avoir des aussi grands écarts de température? Penses-tu que ça façonne une société d'une façon différente? Je pense que oui, ça fait des gens très résilients. Et puis, parfois, les gens qui ne connaissent pas notre climat ici sont surpris que
le fait qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse froid, ça va jamais empêcher quelqu'un de sortir et d'aller faire soit son travail ou les courses ou quoi que ce soit. On est habitué comme ça. Les Scandinaves sont un peu comme nous aussi. C'est très différent des régions où le climat est beaucoup plus doux, où les gens vont avoir tendance à dire, s'il fait pas beau une journée, je vais attendre qu'il fasse beau. On sait que nous, on passerait l'hiver à l'intérieur, c'était comme ça. Alors, on est habitué on suspend pas nos activités à moins qu'il y ait une tempête majeure. Oui, j'avais une amie mais qui est encore au Québec, là, mais le premier hiver qu'elle a passé ici, elle venait du Sénégal et quand je lui disais qu'il fallait profiter du soleil le premier automne où elle était là, elle comprenait pas du tout parce que le réflexe, c'est d'aller se cacher en plein milieu de la journée quand il y a le gros soleil dans certains pays. Mais après son premier hiver, elle comprenait très bien qu'est-ce que ça voulait dire profiter du soleil. C'est elle qui faisait rire d'elle un peu par les gens du Sénégal, mais ça nous donne quand même un certain rapport là, avec le climat. Ça nous définit, je pense, quand même un peu. J'ai encore quelques petites questions, puis par la suite, je vois qu'il y a des questions qui rentrent. Là, j'ai au moins 3 questions qui sont encore là. Donc, ne vous inquiétez pas, là, les gens qui ont posé des questions, on va avoir le temps de les traiter. Alors, une question aussi intéressante. Donc, quand on parle de la science, qu'est-ce que c'est la science comme démarche? Les sciences, parce qu'il y a beaucoup de sciences de la nature, les sciences humaines et sociales, les sciences visent principalement à décrire des phénomènes, par la suite à tenter de les expliquer, puis ultimement, plus une science est mature, on est en mesure de prédire par la suite. Donc, d'écrire, expliquer et prédire. En météorologie, ça semble quand même assez difficile de faire de la prédiction. Donc, pourquoi est-ce que c'est si difficile de faire des prédictions en météorologie? Oui, dans le jargon, on dit que c'est un système qui est chaotique. Okay? Alors, le chaos, c'est une propriété des systèmes complexes. L'atmosphère et les océans sont de tels systèmes. Ça veut dire que si on connaît dans tout système physique, la loi que tu viens d'énoncer, c'est que si on connaît les conditions actuelles et qu'on pense connaître les lois qui régissent le système, on devrait en principe être capable de faire une prédiction, une prévision en principe, pour l'infini. Et c'est vrai, par exemple, si on tire à l'arc, on tire une flèche, si je connais exactement la vitesse initiale de la flèche, la direction, la force du vent, la température, la pression, tout ça, en principe, je suis capable de connaître exactement la trajectoire de la flèche. Les seules limitations, dans le fond, c'est de connaître les conditions initiales parfaitement. Puis c'est une limitation parce qu'on ne les connaît jamais parfaitement. Mais en météorologie, la théorie nous enseigne qu'il y a plus que ça. Le système est chaotique. Puis la raison pour ça, c'est que je mentionnais tantôt la non-linéarité. Le fait que la pression est fonction du vent, le vent est fonction de la température engendre la pression. Alors, les variables sont toutes interconnectées ensemble d'une façon compliquée qui fait en sorte que le système est chaotique. Et la théorie nous enseigne que dans un système chaotique, même si on connaissait les conditions initiales très précisément, après un certain laps de temps, la prévision détaillée, qu'on appelle déterministe, est impossible. Et dans l'atmosphère, on estime que la limite théorique serait autour de 2 à 3 semaines. En pratique, on n'est pas là encore parce que aujourd'hui, au moment où on se parle, jusqu'à peu près 8 jours, il y a une certaine habilité à prévoir. Au-delà de ça, pour l'instant, nos systèmes ne sont pas adéquats. Est-ce qu'on s'est amélioré dans le temps? Je m'excuse, j'ai mal entendu. Est-ce qu'on s'est amélioré dans le temps au niveau de la prédiction? Oui, énormément. Je dirais depuis les 40 dernières années, une prévision qui avait une certaine habilité pour 24 heures, aujourd'hui, on a la même habilité pour à peu près 2 jours et demi. Donc, il y a une amélioration. Mais quand même, la limite de 8 jours nous dit qu'on a encore, en fait, plus d'une semaine ou presque une semaine et demie en avant de nous où on devrait être capable d'améliorer. Et les limitations, présentement, ce sont les systèmes d'observation. On n'observe pas à tous les kilomètres sur la Terre, clairement, puis encore moins en altitude. Alors, nos réseaux d'observation, même si se sont énormément améliorés dans les derniers 40-50 ans, ont encore beaucoup à s'améliorer.
et aussi des modèles de prévision, qui sont des modèles mathématiques complexes qui demandent beaucoup de puissance de calcul. Donc, il y a là aussi des limitations dans les moyens à notre disposition. Alors, s'il y a des jeunes qui nous écoutent, là, il y a encore du travail à faire en météorologie là, dans Tout les à fait. prochaines années. Et encore deux petites questions avant qu'on passe aux questions là, des gens qui nous écoutent. Un fait intéressant aussi, on est en train de sortir de l'hiver. Souvent, l'hiver, on se lève et on se dit waouh, quel beau soleil. Et là, on sort à l'extérieur, il fait super froid. Euh, Souvent, en hiver, on se rend compte que quand il fait soleil, il fait plus froid que quand il y a un couvert nuageux. Est-ce que je me trompe? Puis si je me trompe pas, mais pourquoi c'est comme ça? Alors, tu ne te trompes pas du tout. Et d'ailleurs, c'est l'erreur que les gens qui ne sont pas du pays vont souvent faire, de s'imaginer parce que justement il fait soleil, il devrait faire plus chaud et nuageux, plus froid. Et ça ne fonctionne pas en hiver, ça. Euh, la raison, c'est que il y a deux sources de rayonnement qui sont importantes. La lumière du soleil, on sait que ça réchauffe, mais évidemment, en hiver, le soleil est bas à l'horizon. Il n'y a pas beaucoup d'heures d'ensoleillement. Alors, c'est une source de chaleur, oui, mais une source limitée. Il y a une perte de chaleur qui agit 24 heures par jour et celle-là, on ne la voit pas à l'œil nu. C'est la perte par infrarouge. C'est en fait l'effet de serre, dans le fond, qui est une perte vers l'espace. Et ce qui arrive en hiver, c'est que lorsqu'il n'y a pas de nuages, la perte par infrarouge vers l'espace est beaucoup plus grande que s'il y a une couche nuageuse qui agit, dans le fond, comme un effet de serre pour nous garder plus chaud. Alors, en hiver, les régions à nos latitudes qui sont les plus chaudes, par exemple en Scandinavie, qui sont en fait plus loin au nord que nous, la raison pour laquelle ils sont moins froids que nous, c'est parce qu'eux ont énormément de nuages en hiver, alors que nous, on a souvent des ciels ensoleillés et clairs en hiver. Ah oui. Donc, les nuages peuvent nous garder au chaud. Ça, c'est vraiment assez fascinant. Contre-intuitif. Une question qui nous venait d'une de nos personnes là, qui nous suit sur la page Facebook des Sciences dehors à l'école. Donc, quels sont les instruments de mesure que l'on peut facilement construire? Donc, il y a beaucoup enseignants qui nous suivent. Donc, à la maison, là, tout simplement, ou avec des élèves à l'école, qu'est-ce qu'on peut construire comme instrument de mesure en météorologie? Bon, il y en a qu'on a à notre disposition. Un thermomètre, dans le fond, un hygromètre. Ça, c'est un petit peu moins courant, mais il y en a quand même, des hygromètres qu'on peut amener à l'extérieur pour mesurer. Bâtir une girouette, n'importe quel corps qu'on peut mettre sur un axe puis qui va tourner avec le vent pour nous indiquer la direction. C'est des instruments relativement faciles. La vitesse du vent, ben, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faudrait mesurer la vitesse à laquelle, par exemple, une petite roulette tournerait. Donc, ça, déjà, c'est un petit peu plus complexe. Mais mesurer la précipitation, c'est une activité qui est importante, dans le fond, pour les météorologues, puis ça pourrait être une activité intéressante. Donc, n'importe quel récipient, une boîte de conserve, et en fait, une chaudière, d'accord, quelque chose d'assez lourd qu'on peut mettre à l'extérieur. Et puis, on laisse tomber la précipitation à l'intérieur. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la précipitation, on ne la mesure pas d'une façon instantanée, mais sur un laps de temps. Alors, ça peut être 3 heures, 6 heures ou 12 heures. Donc, on mesure l'accumulation de la précipitation. Alors, si on prend, disons, une chaudière et qu'on la laisse à l'extérieur, bien, s'il pleut, disons, dans une journée, peut-être qu'on va avoir quelques millimètres dans le fond de la chaudière. C'est très difficile de mesurer exactement. Mais ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on prend la chaudière et puis on la vide dans, mettons, une tasse à mesurer ou un corps encore plus étroit pour qu'on puisse avoir une bonne variation verticale. Puis par la suite, avec une règle de 3 sur la surface de la base de la chaudière puis de la tasse à mesurer, on peut à ce moment-là estimer combien précisément de millimètres on avait dans la chaudière alors qu'on va mesurer quelques centimètres dans la tasse à mesurer. Alors, c'est une technique, disons, qui est intéressante. On va pratiquer à la fois les mathématiques pour faire la règle de 3 et puis qui permet de mesurer la précipitation. La neige, c'est la même chose. Si on mesure la neige l'hiver dans la chaudière, bien, à ce moment-là, on pourrait faire fondre la neige, puis mesurer la quantité d'eau équivalente. C'est souvent ce qu'on fait d'ailleurs en météorologie, parce que mesurer la neige en hauteur, c'est assez imprécis.
Quand il en tombe 40 centimètres, ça va. Mais quand il en tombe quelques centimètres, simplement, c'est plus difficile. Puis, on a observé qu'en général, il y a un facteur à peu près 8 à 10 entre l'épaisseur de neige puis la quantité d'eau équivalente en hauteur. Alors, ça pourrait être une activité intéressante en hiver aussi de faire fondre la neige, la mettre en eau, puis par la suite de vider la chaudière dans la tasse à mesurer pour estimer l'équivalent en eau de la neige qui est tombée. Donc, 1 centimètre de neige, ça correspond environ à 1 millilitre d'eau. 1 millimètre. 1 millimètre d'eau. 1 millimètre d'eau, c'est ça, exactement. Ouais, ouais. Bien, ce sont vraiment de superbes activités à faire maintenant. Bien, on va y aller peut-être en rafale parce que il y a quand même plusieurs questions là, que je vois apparaître. Donc, peut-être qu'on pourrait y aller là, rapidement parce que j'aimerais ça qu'on puisse toutes les couvrir. On va y aller peut-être avec la question d'un jeune qui nous écoute. C'est assez thématique là, dans cette période là, de confinement avec avec les petits messages, ça va bien aller. Donc, de quoi les arcs-en-ciel sont-ils composés? Ah, une question de Charles. Oui, c'est un phénomène optique à cause que le soleil va passer sur des gouttelettes d'eau. Ils vont agir comme un prisme. Alors, je ne sais pas si à l'école, ils ont déjà vu prisme, mais on peut chercher sur Google prisme, puis vous allez voir exactement l'explication. En général, un prisme, ça va être un corps en verre qui va être utilisé pour décomposer la lumière du soleil qui apparaît blanche en lumière de couleur qui va aller du rouge jusqu'au bleu-violet. Mais le même phénomène va se produire dans l'atmosphère où les gouttelettes d'eau vont agir comme un prisme. Et s'il y en a qui ont le goût, il y avait le premier épisode de l'émission à Télé-Québec, L'école à la maison pour le primaire, ou le deuxième, en tout cas, là, je ne sais plus c'était lequel des deux, mais il y avait une capsule scientifique qui parlait des arcs-en-ciel. Je crois que c'est disponible même sur la plateforme là, pour revoir à rebours. Donc, on pourra peut-être voir des effets visuels avec ça aussi. Une autre question en lien avec les précipitations. Donc, comment est-ce qu'on explique que parfois les grêlons sont de grande taille? C'est ça. Donc, lorsqu'il y a des gros nuages d'orage, ces nuages-là sont caractérisés par des mouvements verticaux importants. Donc, je mentionnais tantôt que les vents sont surtout horizontaux, puis que les mouvements verticaux sont plus légers. Mais l'exception à cette règle-là, c'est durant les épisodes d'orage où on a des cumulonimbus. Alors, dans ces cumulonimbus, on a des mouvements à la fois ascendants et descendants qui sont importants. Et ce qui va arriver, c'est que, comme dans un nuage plus ordinaire, il va y avoir une formation de gouttelettes ou de cristaux de glace ou un mélange des deux. Mais dans un cumulonimbus, les mouvements verticaux sont tellement importants que la précipitation, plutôt que de tomber sous l'effet de la gravité, va être poussée vers le haut par les mouvements verticaux. Et donc, à ce moment-là, les cristaux, les gouttelettes, vont monter dans le nuage, éventuellement vont prendre un courant descendant, vont descendre, vont retomber dans un courant ascendant, et donc vont faire le cycle monter et descendre plusieurs fois. Puis à chaque fois qu'ils font un cycle, ils vont agglutiner d'autres cristaux puis d'autres gouttelettes d'eau pour éventuellement former des gouttelettes ou des cristaux assez importants. Et puis, si éventuellement ils sont dans le haut du nuage puis qu'ils tombent dans un courant descendant rapide, bien, les grêlons en question vont descendre tellement rapidement qu'ils ne vont pas avoir le temps de fondre, même s'ils vont passer à travers d'une couche de peut-être 4 km qui est au-dessus du point de congélation. Ils vont quand même arriver sous forme de glace à la surface. Et pour que ça se produise, il faut qu'ils soient très gros et qu'ils attrapent un courant descendant. Alors, il y a beaucoup de conditions nécessaires pour qu'on réussisse à avoir de la grêle. Et c'est pour ça que, par chance, c'est un phénomène relativement rare comparativement à d'autres types de précipitations. Oui, c'est un peu comme si on roulait une petite boule de glace dans l'atmosphère, comme on roule une boule de neige pour par la suite là, la laisser tomber une fois qu'elle devient très grosse. Donc, vraiment, il faut faire attention quand même. Une autre question, donc... des gens qui attendent l'été, j'imagine, puis qui se demandent s'ils vont peut-être pouvoir aussi aller naviguer en bateau. Mais une question de Louise qui nous demande, lorsqu'on navigue sur un grand lac ou en mer, quels sont les premiers signes à observer qui nous laissent présager une tempête, par exemple au niveau de la formation des vagues, force, continuité ou de la hauteur, etc. Donc, est-ce qu'il y a des éléments qu'on peut
détecter à ce niveau-là? Bon, habituellement, dans le fond, les vagues vont suivre après la tempête, puisque ce qui va créer les vagues, ce sont des vents, et les vents vont avoir accompagné, disons, un orage. Mais je dirais, bon, regardez les prévisions. Déjà, avant de s'aventurer dans le milieu d'un lac, c'est une bonne chose pour savoir qu'est-ce qui est prévu. Euh, Est-ce qu'on prévoit des orages? Si oui, bien, une bonne chose à faire, c'est surveiller à l'horizon. Si on voit un gros nuage noir, qui est probablement un nuage d'orage, bien, ces nuages-là sont accompagnés de vents forts. Et à ce moment-là, ça peut devenir un péril pour les embarcations sur les lacs. Et pourquoi est-ce que ces nuages-là sont noirs? C'est la quantité de gouttelettes et de cristaux de neige, dans le fond, qui est immense. Et donc, ça va couper les rayons du soleil. Et donc, on ne verra pas. On peut presque avoir presque obscur comme la nuit en dessous d'un de ces nuages d'orage. Ça peut devenir très, très, très sombre parce que c'est un corps qui obstrue le passage de la lumière du soleil. Mm-hmm. Et donc, une dernière question de Fernando qui nous parle des phénomènes météorologiques, donc euh, plus dans un avenir, donc qui nous demande quels phénomènes météorologiques pourrions-nous voir plus fréquemment à l'avenir au Québec avec les changements globaux qui s'opèrent. Donc aujourd'hui, on a décidé de te parler de météorologie pour mieux comprendre vraiment tous ces phénomènes-là, mais évidemment, on entend beaucoup parler des changements globaux, donc à quoi est-ce qu'on pourrait s'attendre comme changement qui pourrait devenir plus fréquent dans l'avenir au Québec? Au Québec, c'est probablement une combinaison d'avoir des précipitations intenses, épisodiques, et paradoxalement aussi des sécheresses plus importantes. Donc, ce qui semble être la direction, c'est que lorsqu'on aura des événements de précipitation, ces précipitations vont être plus intenses. Et il y a une relation sous-jacente qui découle de la physique qui dit que à chaque degré d'augmentation de la température, il y a 7 plus d'humidité possible dans l'air. Alors, si on imagine 4 ou 5 degrés, on voit rapidement qu'on pourra avoir 35 plus d'humidité dans l'air. C'est comme une source d'énergie parce que lorsque cette humidité se condense, elle relâche la chaleur latente, ça donne des mouvements très importants. Alors, des précipitations très intenses et puis aussi des épisodes de sécheresse. C'est une chose qui est moins bien expliquée, mais aussi lorsque la température est élevée, bien, si on a de l'eau dans le sol, c'est possible que cette eau-là va s'évaporer plus rapidement et donner lieu à des conditions de sécheresse plus importantes. Donc, des extrêmes un peu là, qui vont être amplifiés. Exactement. Et puis, des périodes hivernales plus courtes. Donc, l'automne va arriver un peu plus tard et le printemps va arriver un peu plus tôt. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'hiver, mais la période hivernale de température très, très froide devrait être raccourcie par rapport à ce qu'on connaît présentement. Oui, parce que si on regarde juste une année à la fois, là, c'est certain que les gens cette année vont dire, ben là, à la température qu'il fait cette année, je pense pas que c'est vrai les changements climatiques. Il fait tellement froid en avril, ne te découvre pas d'un fil. On a encore nos manteaux d'hiver. Donc, il faut regarder ça de façon sur une échelle temporelle qui est plus grande. On va avoir quand même des variations qui vont persister à travers le temps. Absolument. C'est important aussi de reconnaître ce phénomène-là qu'on appelle de la variabilité naturelle. Et ce qui rend complexe, en fait, les études de changement climatique, d'être capable de séparer les deux phénomènes de variabilité tout à fait naturelle qui n'a rien à voir avec les changements climatiques et, par ailleurs, un effet climatique engendré par les activités humaines qui est une tendance lourde qui, elle, ne va pas s'effacer au fil des temps. Et ce qu'on subit, dans le fond, c'est la superposition de ces deux phénomènes. Et ce que tu es en train de dire là, en tout cas, ça rend hommage à l'importance de l'éducation scientifique au sens large. Donc, pour qu'on puisse avoir des personnes là, dans la société qui comprennent ce qui se passe, c'est important d'avoir une bonne culture scientifique de base pour comprendre ces deux phénomènes-là qui peuvent cohabiter, ces deux éléments-là, en tout cas à considérer pour éviter de tirer des conclusions hâtives puis de dire ah ben ça n'existe pas parce que cette année il fait plus froid, etc. Donc pour faire justement des activités
de sciences avec les élèves. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, ben, c'est certain qu'on vient de vous parler de plein de choses et une activité qui est toute simple à faire, que vous pouvez faire n'importe quand à partir de septembre jusqu'au mois de juin. Vous pouvez faire de l'observation scientifique et qu'est-ce que vous pouvez faire avec les élèves? Justement, vous pouvez déterminer quels sont les éléments qui sont importants à regarder à l'extérieur quand on parle de conditions météorologiques. Et là, ben, ce qui peut être fascinant avec les élèves à faire, c'est de construire avec eux un cadre de référence pour voir qu'est-ce qu'on va observer. Donc, si vous êtes au préscolaire avec les jeunes, ben, vous pouvez peut-être avoir des pictogrammes, il fait beau, il fait un peu nuageux ou c'est complètement un couvert nuageux. Et plus on vieillit, ben, avec les jeunes, on peut aller dans le détail plus complexe, on peut essayer d'analyser quel type de nuages on a aujourd'hui. Donc, vous pouvez autant analyser les vents, les nuages, la température à l'extérieur, tout ce qu'on a vu là au niveau des précipitations, et essayer de voir est-ce qu'on est capable de trouver des recoupements quand il y a tel type de nuage, est-ce qu'on est capable de voir certains phénomènes où qu'on peut voir là, une corrélation plus grande entre deux conditions quand on a tel type de température. Donc, vous construire une fiche d'observation avec les élèves, allez pas en chercher une toute faite, là, faites-la avec vos élèves, demandez-leur qu'est-ce qu'on pourrait mettre dedans, qu'est-ce qu'on pourrait regarder, et vous allez être capable de l'adapter en fonction de leur âge, là, juste comme ça. Donc, première activité. Et deuxième activité, super intéressante. Donc, vous pouvez faire aussi des bulletins météo avec les jeunes, avec les prévisions. On peut se pratiquer à aller voir certains indicateurs, les prévisions pour la journée, pour le lendemain, et vous amuser à pratiquer. Donc, la communication scientifique, on a une compétence et quelque chose qui est important en sciences aussi, c'est la recherche documentaire et la communication scientifique. Donc, en faisant un bulletin météo, on parlait des gens qui parlent de la météo, qui sont souvent des vulgarisateurs, justement, des communicateurs. Donc, avec les jeunes, ça peut permettre vraiment d'explorer aussi des concepts propres à la météorologie. Donc, j'ai fait l'expérience avec mon fils au préscolaire. Au début, on parlait de précipitation, donc il ne savait pas c'était quoi. Et là, par la suite, au fur et à mesure, quand on veut parler des précipitations, ben, ça peut être vraiment quelque chose là, qui peut être intéressant d'aller plus en profondeur puis d'augmenter en complexité du vocabulaire pour mieux comprendre des phénomènes. Et donc, on arrive malheureusement à la fin. Je vois qu'il y a des questions encore qui arrivent. On pourra peut-être là en avoir une dernière, donc celle de Sarah qui demande est-ce que les phénomènes tels que les tornades, ouragans proviennent simplement des mouvements atmosphériques plus intenses? En fait, c'est deux phénomènes distincts. La seule chose qu'elles ont en commun, c'est le fait qu'elles tournent sur elles-mêmes. Une tornade, c'est un phénomène qui est associé comme les orages, dans le fond, c'est les mêmes conditions qui donnent des orages violents qui peuvent donner des tornades. C'est un phénomène qui a à peine 1 kilomètre de diamètre, parfois même des centaines de mètres, alors que si on regarde un ouragan, et là on parle d'un phénomène qui va avoir plusieurs centaines de kilomètres, voire presque 1 millier de kilomètres parfois, pour des super gros. Et ça se produit uniquement dans les tropiques. Alors, nous ici, on n'a jamais d'ouragan chez nous. On a très peu de tornades, mais il y en a quelques-unes qui vont nous arriver occasionnellement. Il y en a eu une à Ottawa il y a quelques années, et il y en a quelques-unes aussi au Québec. C'est un phénomène très, très localisé, très, très violent, qui dure à peine quelques minutes, typiquement, alors qu'un ouragan va durer plusieurs jours. Mm-hmm. Alors, c'est deux phénomènes très, très différents. Merci énormément d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. Juste avant qu'on se laisse, René, j'aime quand même savoir, donc tu es un scientifique, ça fait au-dessus d'une trentaine d'années que tu es dans le domaine. 20 ou 30, au-dessus d'une vingtaine ou d'une trentaine? 40. 40, ok. Donc, je me demandais, donc, après toutes ces années dans le domaine, est-ce qu'il y a des choses encore qui suscitent encore une réaction, comme dans les premiers temps, d'émerveillement, de curiosité? Qu'est-ce qui t'anime encore quand on parle de météorologie? Moi, je suis en fait plus enthousiaste, je pense, maintenant que je l'ai jamais été. Plus on connaît de choses, plus on réalise qu'il y a encore plein de choses qu'on ne comprend pas parfaitement bien. J'ai toujours aimé la science, mais ce que j'aimais surtout, c'était les applications de la science.
Et puis, je dirais, la météorologie a cet avantage de combiner la science fondamentale, qui est la physique, somme toute. On a besoin de mathématiques, on a besoin éventuellement d'informatique pour faire des calculs, mais c'est très appliqué en même temps. On ne fait pas un calcul théorique pour un système imaginé ou quoi que ce soit. C'est quelque chose de très, très concret. Et moi, cette combinaison de l'application avec la théorie, c'est ce qui m'anime, c'est ce que j'aime. En tout cas, on te remercie vraiment très chaleureusement, René, là, d'avoir accepté cette invitation-là. Je vois les commentaires, là, les gens qui savent que la vidéo achève, qui sont super intéressés. Donc, on dit de toi que tu as une grande capacité à vulgariser pour les gens qui sont néophytes et ça donne apparemment le goût à certaines personnes d'en connaître davantage sur le domaine. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à tout le monde à la maison encore d'avoir été là, que vous soyez en direct, que vous regardiez de YouTube à partir de la page des sciencesdehors.com qui s'en vient. Donc, merci énormément. Je pense qu'on va aller maintenant se mettre le nez dans la fenêtre pour les prochains jours pour voir ce qui se passe puis essayer de porter un regard différent sur tout ce qu'on peut voir. Donc, merci énormément encore une fois, René. Ça a été un plaisir. Merci pour ton invitation, Jean-Philippe.